Nous sommes à Longevity Expo, congrès, le Palais des Congrès à Poitiers en 2022. Et nous allons parler d'éthique et senior, éthique et EHPAD, éthique et domicile, avec Solène Brugère qui est avocate spécialisée en éthique des affaires, santé et RSE. Bonjour Solène. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter si tu veux, Ouais. si tu as besoin. Non, c'était très bien. Tu C'est es très bien. plutôt avocate. Alors on va commencer directement par la question. Alors, éthique, qu'entends-tu par éthique ? Alors, c'est vrai que c'est toujours utile de rappeler ce qu'est l'éthique et sa conception. J'ai envie de m'appuyer sur l'article du Figaro du jour, qui, à la suite de l'affaire Nadal et de la polémique sur ce grand champion, pouvait-il faire des infiltrations sur son pied qui le fait souffrir en raison d'une maladie rare, dégénérative, et qui a créé une polémique éthique au sein de la fédération sportive des cyclistes qui disent nous, on n'aurait pas le droit de le faire. Et pourquoi est-ce que lui, dans la fédération de tennis, a le droit de le faire? J'allais dire, c'était Moisland, j'allais dire qu'ils le font déjà, enfin je blague. Voilà. Bon. Donc, Mais éthique, du d'accord. coup, c'est intéressant puisqu'il est écrit dans l'article, chaque personne peut avoir son éthique, chaque équipe peut avoir son éthique, et en fonction des disciplines, le mot éthique est un peu souple. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est la santé, là en l'occurrence du sportif. Et puis j'aime bien aussi la définition de Axel Kahn, qui nous dit que l'éthique est une boussole. Très intéressant, il nous dit que c'est une interrogation sur la vie bonne et les valeurs qui la fondent. L'éthique est un mouvement, elle s'applique aux actions étayant notre libre arbitre entre le bien et le mal. La morale, ce n'est pas la morale c'est figé, c'est quelque chose de fixe, alors que l'éthique c'est une réflexion évolutive, elle détermine un chemin, ou le chemin qu'il convient d'emprunter au service de la vie bonne, avec l'attention de l'importance de l'autre. Je trouve que c'est intéressant. Alors, en fait, on n'a que 20 minutes, mais moi j'ai plein de questions, parce qu'en fait, pour moi, est-ce que le bien et le mal existe ? En fait, si c'est basé sur le bien ou le mal et que le bien ou le mal n'existe pas forcément, c'est tout relatif. Justement, Est-ce voilà. que l'éthique existe ? Ça dépend de critères, de valeurs. Et de c'est bien ou mal. exactement ça. En fait, l'éthique est toujours à se reporter, d'ailleurs comme le cadre juridique, à un instant T, comme en matière de théâtre, dans une unité de temps et de lieu. On considère dans un pays, dans une région, dans un secteur, qu'il y a des mauvaises ou des bonnes pratiques, et en fonction de ça, on écrit des chartes, quelque part des coutumes un peu locales, ou de manière plus générale, on en fait des lois, puisque finalement les lois sont le reflet, sont la transcription dans le cadre, dans le socle de nos droits fondamentaux, de ces valeurs éthiques, et qu'on va sanctionner, ou au contraire qu'on va encourager. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement lié avec le droit, les droits fondamentaux. Et l'éthique finalement, c'est en matière d'accompagnement, du soin, ou du grand âge, domicile dans les EHPAD, c'est finalement le respect des droits fondamentaux, la dignité, la santé, l'attention qui est apportée à chaque vie humaine, en fait le respect de chaque vie humaine, tout simplement, et au-delà de ça, de la société, de l'environnement, de la nature, de la planète. Dans le monde des seniors, en fait, puisqu'on aborde le monde des seniors, l'éthique, tu vois ça comment ? Enfin, est-ce qu'on peut donner des exemples de bonne éthique ou alors ou de comportement éthique, comportement non éthique ? Comme c'est une réflexion, l'éthique va s'appuyer donc sur les règles qui existent, le droit, les chartes éthiques. Dans le secteur, il y en a eu plusieurs depuis plusieurs années, entre des chartes engageantes mais non impératives, comme celle qui avait été créée par la Fédération nationale de gérontologie. Puis il y a la charte des droits de la personne accueillie qui a été intégrée maintenant en annexe du contrat de séjour, donc ça lui donne une valeur juridique engageante. Donc normalement les EHPAD doivent faire le nécessaire pour pouvoir respecter ces principes. Et puis ça a une valeur transversale, c'est-à-dire que c'est évidemment au départ en priorité pour les personnes qui sont hébergées, qui vivent dans leur domicile et au sein de ces établissements, mais c'est aussi par extension l'éthique au profit des équipes accompagnantes, des soignants, etc., des directions d'EHPAD, ça touche tout le monde, et puis aussi les familles qui sont concernées, parce qu'elles aussi, elles peuvent bénéficier de pratiques ou devoir les respecter aussi, et parfois elles ne les connaissent pas. L'enjeu aussi, c'est de faire connaître, diffuser une culture de l'éthique. La situation dans le monde des seniors et l'éthique, est-ce que l'éthique est ta vision ? La situation est comment ? Question large, mais là ce qu'on peut noter en ce moment dans le contexte actuel, c'est qu'on a une crise majeure liée à l'affaire Orpea qui vient cristalliser en fait
des alertes qui avaient été déjà mises en avant depuis très longtemps. Finalement, quand on reprend le livre de la vieillesse de Simone de Beauvoir, elle écrivait déjà qu'il y avait à l'époque des hospices dans lesquels il y avait des comportements qu'il fallait améliorer. Elle expliquait qu'il y avait des bâtiments qui avaient été mis à disposition pour y faire des EHPAD, notamment dans des châteaux ou dans des lieux sympas, mais qui n'étaient pas adaptés, ce qui pouvait contraindre les personnes à parfois devoir rester au même étage parce que les lieux n'étaient pas adaptés à leur mobilité et donc finalement ça les enfermait alors qu'on doit susciter leur liberté d'aller et venir. Donc l'architecture est importante. Il y a eu ensuite différentes initiatives, il y a eu des actions en rapport sur la maltraitance, notamment portées par Delphine Dupré-Lévesque il y a une vingtaine d'années déjà. Énormément d'initiatives qui viennent finalement fusionner en ce moment sur la nécessité impérative et impérieuse d'agir, des bonnes pratiques. Alors ça existe déjà depuis longtemps, il y a des initiatives dans des établissements, c'est important de le souligner, de le noter, mais là aujourd'hui on voit vraiment ce besoin, et puis aujourd'hui les besoins des familles, la libération de la parole, comme dans tous les secteurs, qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus laisser passer un acte de maltraitance ou de violence, ou même parfois plus que de la violence, de torture parfois, mais voilà, qui restera, mais qui sont des sujets. Ça, je cite un exemple dans le livre L'or gris qui est publié aussi il y a quelques années, où il y avait quelqu'un mettait la javel dans des escarres d'une personne pour cicatriser. Enfin, ça, c'est des actes intolérables qui doivent être sanctionnés. Donc tolérance zéro sur la violence et la maltraitance. Et puis, tu crois que la situation s'améliore ? Je pense que... Ça s'améliore ou est-ce qu'on est toujours de plus en plus précis et exigeant, parce qu'au final on a l'impression que ça ne s'améliore pas ? Sur les pratiques ? Oui, sur les pratiques. Dans le monde des seniors. Ah mais clairement. Mais au domicile ou EHPAD. Pour moi, ça au s'améliore. domicile aussi. Mais oui, quand on voit aussi le collectif là, qui est en train d'être présenté en ce moment sur le collectif des professionnels du domicile, on retrouve aussi cette préoccupation, cette attention de l'ensemble du secteur, justement de ne plus parfois même de commettre de maltraitance par manque de temps, par manque de moyens. Parce que ce qu'on constate, et ça on l'avait vu avec Fabrice Xil il y a 2 ans, en 2019, quand on a travaillé pendant 4 mois sur un rapport, alors qui était à l'origine sur les technologies au profit des seniors, mais qui en fait a une portée assez universelle. On a rencontré plus de 150 professionnels qui toutes et tous avaient cette envie de contribuer à une société du bien vieillir, de l'attention aux personnes. Il y a énormément de bonnes âmes, de pépites qui sont là ensemble, qui ont envie de contribuer, de participer, donc, et qui parfois se heurtent à des difficultés liées à des manques de moyens, à des règles qui sont fixées, qui ne sont pas cohérentes avec les enjeux. Par exemple pour les actes de soins qui sont au nombre numéraire alors qu'il faut du temps pour prendre soin des personnes. Là c'est vrai qu'une personne qui est accompagnée, elle a le droit à 2h30 d'accompagnement par jour, alors qu'en fait il lui faut beaucoup plus que ça pour son bien-être, pour son bonheur, pour la stimuler, etc. Donc il y a toute une réflexion en tout cas. Je pense que aujourd'hui ça va pouvoir donner lieu à une évolution peut-être même de la réglementation et il y aura toujours des mauvaises pratiques, mais je pense on va plus les laisser passer et puis on va vraiment mettre en lumière les bonnes pratiques qui existent. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'éthique institutionnelle, pour reprendre certaines expressions, lié au manque de moyens ? En fait, on n'aura pas les moyens. Est-ce que la société aura les moyens d'apporter autant d'éthique telle que... Alors, moi, ce que j'ai pu constater pour l'avoir vécu, il y a quelques années, je suis intervenue dans des comités d'EHPAD et d'éthique inter-EHPAD, donc inter-établissement, sur des sujets qui restent d'actualité et qui demandent toujours ces réflexions entre différentes règles, différents enjeux, liberté versus sécurité, contention, donc liberté d'aller et venir, géolocalisation, même sexualité, respect de la vie affective et intime, par les équipes, mais aussi par les familles. Ça touche aussi au secret professionnel, au secret partagé, comme on dit, et ce cadre-là qui est assez méconnu. Eh bien, il y avait une demande d'intervention, mais une contrainte qui était liée à une absence de budget pour financer ce genre d'intervention. Et là, je me suis dit, tiens, on demande à des personnes de respecter notamment les chartes, qui doivent être d'ailleurs expliquées par les directeurs et directrices d'EHPAD maintenant,
qui n'ont pas le temps de le faire, qui n'ont pas forcément les moyens, et donc il faut trouver des solutions. Donc, ça m'a fait réfléchir, je me dis voilà, on peut trouver des solutions, notamment pour les formations, pourquoi pas à distance, pourquoi pas par MOOC, enfin je pense à plein de sujets qu'on va pouvoir mettre en place. Mais clairement, il y a un besoin, et là je sors d'une table ronde où effectivement, pareil, on m'a dit c'était formidablement intéressant, on aimerait bien que vous puissiez intervenir, mais on n'a pas de budget. Ça pose un sujet, ça veut dire que ça repose sur du bénévolat, mais à un moment ça a des limites. Donc il faut trouver des solutions, peut-être de financement, et c'est là où avec la RSE ça peut être aussi un levier. Pourquoi pas avec des personnes, des institutionnels ou des banques, des financeurs qui ont des moyens, qui auraient envie d'agir, de soutenir ces actions-là, qui seraient pour elles des actions sociales ou même environnementales, puisqu'on peut faire plein d'actions, valorisables dans le cadre d'une politique de responsabilité sociale et sociétale, ça je sais faire, et qui pourrait du coup favoriser l'accès finalement au droit, l'accès à cette sensibilisation, l'accès même ensuite au-delà de la sensibilisation à des formations qui allieront ce cadre-là, la jurisprudence concrète et des recommandations pratiques vraiment terrain, parce que c'est vraiment important d'avoir partir avec des clés très concrètes pour le quotidien et qui pourront donc bénéficier de ces soutiens-là. Tout à l'heure, tu as parlé d'un exemple de bonne pratique. Oui, alors j'en ai plusieurs à citer, donc soit de ce que moi j'ai pu vivre dans le cadre de mes missions, si j'ai le temps de les développer, même si on a un petit peu abordé tout à l'heure, ou de ce que j'observe qui pullule partout dans le territoire. Et c'est là où je suis contente d'avoir rencontré Laurent Garcia, cofondateur de l'Observatoire du Grand Âge, parce que finalement, dans cette intelligence collective, manifestement, qui unit de nombreuses personnes, cette idée que j'avais de fédérer pour les bonnes pratiques, de les porter, c'est exactement l'objet de l'Observatoire du Grand Âge. Donc avec cette vision, vraiment, il y a des actions très bénéfiques, locales, ou qui peuvent avoir une portée plus grande, et qui, si elles étaient connues, pourraient être reproduites partout sur le territoire, ou même en Europe, ou dans le monde entier. Et là, je pourrais m'appuyer sur un exemple qui m'a été donné aujourd'hui, par Aurélie Olagnon, que j'ai rencontrée, qui me disait, voilà, deux exemples dont elle m'a fait part tout à l'heure. Un exemple d'un EHPAD qui s'investit sur le risque médicamenteux en favorisant les thérapies non médicamenteuses. Donc les actions qui passent par le lien, les activités, tout ce qui va être bénéfique pour la santé, la qualité de vie, le bien-être psychique, physique des personnes, et qui vont avoir un impact sur sa santé. Résultat, la diminution du nombre de médicaments pris a été colossale, mais vraiment colossale. Et là, ça a un impact, alors, au niveau de l'écologie, ça c'était le sens de son propos, mais moi j'y vois aussi, en tant qu'avocate, j'ai été dans des dossiers justement, alors dont un de gestion d'un événement indésirable qui avait été le fruit d'une interaction médicamenteuse sur une personne senior assez âgée et qui avait vraiment eu un impact épouvantable. C'était une maladie horrible qui était vraiment le fruit de cette interaction médicamenteuse. Et donc moi, mon but, c'était de savoir quel était le médicament qui était à l'origine de cet impact. Et donc, ça aussi, j'ai fait un mémoire sur les gestions des risques du circuit médicamenteux dans les EHPAD, dans un DU de droit de la santé, il y a quelques années. Donc, ce sujet m'intéresse et c'est vrai que je trouve intéressant cette vision de diminution du nombre de médicaments parce que voilà, ça a un impact bénéfique à la fois sur l'écologie, sur ce qu'on retrouve dans l'eau, etc. Et puis sur la santé des personnes, baisse du risque d'accident médical. Donc, en fait, voilà, comment une action est bénéfique avec un impact un peu par ricochet quelque part. Et une autre action que j'ai trouvée très intéressante, vraiment, alors on part de l'initiative d'un EHPAD sur le tri sélectif et la réduction des déchets, avec cette idée que ça a un impact budgétaire. Ils vont payer moins de taxes, puisque c'est aussi le principe de pollueur-payeur, plus on fait de déchets, plus on a de taxes, donc on va réduire les taxes en réduction des déchets. Et puis finalement, il va collecter de l'eau de pluie qui va être recyclée, donc ils vont faire des économies d'eau. Donc là, je crois qu'ils économisaient 40 000 € par an, c'est très colossal, baisse de coûts. Et puis finalement, ils ont comme ça continué des différentes initiatives, jusqu'à par exemple proposer des tricycles, ce qui permet de la mobilité en gardant l'équilibre des résidentes et résidents. Et pour leur permettre la mobilité, il fallait des pistes cyclables, donc la collectivité a créé des pistes cyclables qui bénéficiaient à l'ensemble de la collectivité. Et cerise sur le gâteau, et je trouve ça vraiment intéressant, le cadre de vie est tellement agréable dans cet EHPAD, avec toutes ces actions qui se sont multipliées. Il y a aussi des actions sur l'alimentation,
avec une alimentation locale, bio, qui est partagée avec l'école locale. Donc les enfants se nourrissent grâce à ce cuisinier de l'EHPAD. Donc là en plus on voit le lien intergénérationnel et la stipulation que ça peut avoir. Et ben, c'est tellement sympa qu'il y a une liste d'attente de professionnels pour venir travailler dans cet EHPAD-là. Parce qu'il y a une qualité de vie au travail, parce qu'il y a cette attention à 360 degrés. Et je trouve qu'en termes d'enjeux, d'attractivité de ces fonctions dont on dit que c'est difficile, eh ben je trouve que toutes ces bonnes pratiques-là, si ça stimule l'envie d'aller travailler dans des lieux qui sont quelque part bienveillants, agréables, je trouve que là, il y a vraiment une matière, une richesse à partager et à diffuser partout. Voilà, des bons exemples. Une conclusion à l'émission. Eh bien, merci. Même si c'est frustrant parce que j'aurais voulu. J'ai plein de questions, mais comment on doit couper plus court? En tout cas, merci parce que je trouve qu'on est vraiment à une époque charnière. On va continuer. Moi, je le vois, on me demande d'intervenir même à un séminaire d'entreprise pour porter ces sujets, pour former les équipes, les sensibiliser. Ensuite, l'étape d'après, ça serait aussi que des directeurs, directrices d'EHPAD adhèrent à des chartes éthiques autour de valeurs partagées. Donc derrière, ça veut dire des actions concrètes. Comment est-ce qu'on fait ensemble pour répondre à ces enjeux? Et c'est un plaisir de venir en parler avec vous. Et voilà, merci beaucoup. Super, merci Solène Rouget. Je rappelle que tu es avocate spécialisée dans l'éthique des affaires, la santé et la RSE. Merci beaucoup. Merci.